Les titres, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le président de l'OLP Yasser Arafat seront tous deux personnellement présents pour la signature de l'accord sur l'autonomie palestinienne lundi à la Maison-Blanche. Sur le terrain, dans les territoires occupés, le climat est très contrasté, des images saisissantes de nos envoyés spéciaux. Vive polémique, Rocard Pasqua sur l'éventualité d'une réforme constitutionnelle sur le droit d'asile. Cédric Pioline va-t-il avoir l'Australien Mazur à l'usure? C'est bien parti en demi-finale des internationaux des États-Unis. Le Français mène en effet par 2-7-1 et dans le quatrième set 3-0, mais face au Kangourou, ce n'est pas encore dans la poche. Juliette Binoche et le film 3 couleurs bleues récompensé à la Mostra de Venise, où nous retrouverons également Robert De Niro pour une interview exclusive. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi, à la Maison-Blanche, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin assisteront personnellement à la signature des accords prévoyant l'autonomie palestinienne dans la bande de Gaza et dans la ville de Jéricho. Nous y reviendrons dans un instant avec notre correspondant à Washington. Cette signature historique ne va pas tout régler, bien au contraire. Sur le terrain, les prochains jours s'annoncent cruciaux. Dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est, on assiste à d'étonnantes scènes de fraternisation, mais aussi à la poursuite des affrontements, avec aujourd'hui la mort à Ramallah de 2 Palestiniens abattus par des soldats israéliens, les 2 premiers tués depuis la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël. Des images saisissantes commentées par notre correspondant Charles Anderlin. Une manifestation du Fatah en faveur de l'accord avec Israël se déroule sans problème dans le centre de Ramallah. L'armée n'intervient pas. Mais un peu plus loin, voici le Hamas. Au cri de Palestine islamique, quelques militants lancent des pierres sur les soldats. Il y a des blessés, 2 Palestiniens décéderont à l'hôpital. Ce qui devait être un défilé pacifique de soutien à Arafat dégénère. Partisans et adversaires du Fatah affrontent ensemble l'armée. Ici, les intégristes ont gagné. Un scénario presque identique se déroule à Jérusalem-Est. Le Chabiba, le mouvement de jeunesse du Fatah, exprime son soutien à Arafat, rue Salah ad-Din. La police intervient en douceur pour dégager la circulation. Mais regardez, depuis les toits, des intégristes lancent des bouteilles sur les forces de l'ordre. Cela n'empêche pas la manifestation de prendre de l'ampleur. Jusqu'à la reconnaissance de l'OLP par Israël hier matin, c'était un délit que de brandir le drapeau palestinien. Les policiers ont l'ordre de ne plus saisir ces emblèmes, mais ils tentent à nouveau d'ouvrir l'artère à la circulation. Le service d'ordre du Fatah tente de s'interposer et c'est l'inévitable. Craignant d'être débordés, les policiers envoient une première grenade lacrymogène. Les provocateurs n'attendaient que cela. Des manifestants essayent de les neutraliser, mais sans succès. Les policiers ont reçu l'ordre de dégager le centre de la ville arabe. Les manifestations pacifiques ont repris en fin d'après-midi à Jérusalem et à Jéricho. 2 morts palestiniens aujourd'hui à Ramallah. Il faut espérer que le bilan ne s'alourdira pas au cours des prochaines heures. Cela compliquerait considérablement la tâche d'Yitzhak Rabin et de Yasser Arafat. Cette situation explosive démontre en tout cas l'importance psychologique qu'aura la cérémonie de Washington au cours de laquelle Rabin et Arafat doivent se serrer la main. Conscients des risques, les principaux protagonistes semblent bien décidés en effet à aller vite et à payer de leur personne. Je vous l'ai dit en titre, messieurs Rabin et Arafat seront présents personnellement à Washington lundi. Il est probable qu'ils se rencontreront au moins en coulisses, un dialogue qui devrait permettre de briser le mur du soupçon, pour reprendre l'expression d'un ministre israélien. C'est le président américain Clinton lui-même qui a annoncé la présence chez lui lundi du Premier ministre israélien et du président de l'OLP, Jean-Marc Ilouz. Décalage horaire oblige, la confirmation américaine est venue la dernière, non pas de Washington, mais de Houston, Texas. Proche-Orient ou pas, Bill Clinton y poursuivait normalement aujourd'hui sa campagne pour la réforme de l'État. Oui, Arafat et Rabin viendront bien à Washington lundi, une dernière minute. Comme je vous l'ai dit hier matin, nous estimions qu'il appartenait aux Israéliens et aux Palestiniens eux-mêmes de décider qui viendrait. Ils nous ont d'abord dit qu'ils ne seraient pas représentés par messieurs Arafat et Rabin,
Et puis hier, on nous a informé que M. Arafat avait décidé de venir. Alors, j'ai demandé à mon ministre des Affaires étrangères d'appeler le Premier ministre israélien et de le prévenir et de dire à M. Rabin qu'il serait le bienvenu. Et Rabin a dit qu'il viendrait. On a donc su hier soir qu'ils viendraient tous les deux. Question du journaliste. Et vous y avez cru? La réponse humoristique du président, non. Décidément, tout s'accélère. Ce matin, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, où doit se dérouler la cérémonie, aucun préparatif n'était encore visible. On imagine sans peine la fébrilité des géo-américains, des gentils organisateurs de cette signature historique. Jean-Marc Ilouz, vous êtes en direct avec nous de Washington. Est-ce qu'on a une idée ce soir du scénario de lundi? Eh bien, franchement, à moins de 48 heures du jour J, rien n'est vraiment coulé dans le béton. On sait simplement que la cérémonie aura lieu à 11h, heure de Washington, 17h, heure de Paris, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Et pour l'instant, on compte les casse-têtes. Comment caser plus de 2500 invités, parlementaires, diplomates, personnalités juives et américaines sur un si petit terrain? Casse-tête sur le plan de la sécurité. Les gardes du corps d'Arafat et ceux d'Yitzhak Rabin ne sont pas vraiment des vieux copains. Et puis surtout, énorme casse-tête de protocole. Il y a 14 ans, à Camp David, deux chefs d'État israéliens et palestiniens s'étaient embrassés. On parle pour lundi d'une simple poignée de main entre M. Yitzhak Rabin, chef de l'État israélien, et M. Yasser Arafat, représentant du peuple palestinien. Voyez-vous, il y a là encore un problème diplomatique important à dénouer. Autre question, sait-on qui signera exactement ce projet d'accord? Eh bien, même le président Clinton, ce matin, se montrait très peu affirmatif pour expliquer que finalement, il ne signerait pas lui-même l'accord israélo-palestinien, semble-t-il, mais c'est une information au conditionnel. L'accord sera signé, bien sûr, par messieurs Arafat et Rabin et leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, et puis il y aurait un autre document séparé qui, lui, serait signé par les ministres russes et américains des Affaires étrangères. Dernière question, Jean-Marc, il y a encore peu de temps, Arafat faisait figure de pestiféré aux yeux des dirigeants américains. Alors qu'est-ce qui explique ce brusque retournement de tendance? Eh bien, je crois qu'on s'est rendu compte dans ces dernières heures, au Proche-Orient comme à Washington, de la nécessité d'un geste spectaculaire. À Tunis, comme à Jérusalem, les coalitions de la paix sont fragiles. Et puis surtout, les Américains veulent harponner, veulent entraîner la Syrie le plus vite possible dans ce processus de paix. Il y a 14 ans, on avait pu faire la paix. On ne pouvait pas faire la paix plutôt sans l'Égypte. Aujourd'hui, on ne peut pas construire la paix contre la Syrie. Merci Jean-Marc, nous vous retrouvons bien sûr demain et surtout lundi pour une émission spéciale de ce journal de 20h. Jusqu'au bout, Yasser Arafat a dû ramer, si vous me permettez l'expression, pour convaincre les autres dirigeants palestiniens de la nécessité de signer cet accord limité avec les Israéliens. 48 heures de discussion pour 259 mots. Reportage au siège de l'OLP à Tunis avec nos envoyés spéciaux Véronique Tavo et Alain Saint, avec pour la première fois l'image de la signature historique d'Arafat. Un moment historique des témoins privilégiés. Sur cette photo unique, Yasser Arafat très concentré aux côtés du ministre norvégien des Affaires étrangères. Le chef de l'OLP signe la lettre de reconnaissance d'Israël. C'était jeudi soir au siège de l'OLP. Depuis cette signature historique, les événements n'ont cessé de se précipiter ici à Tunis. Sauf ce matin, après 3 jours de discussions et de débats souvent difficiles, le comité exécutif de l'OLP a enfin donné son feu vert au projet Gaza-Jéricho. Un accord arraché par Yasser Arafat qui a dû batailler pour obtenir l'aval du comité. Les membres du comité exécutif ont approuvé le projet intérimaire d'autonomie, connu sous le nom de Gaza-Jéricho, par une majorité de 9 voix sur 12 membres présents, a déclaré le porte-parole de l'OLP, Yasser Abdrabou, à l'issue de la session. Enfin, dernier événement historique, Bassam Abou Sharif, conseiller politique de Yasser Arafat, nous annonçait ce matin que le président de l'OLP se rendrait à Washington lundi et rencontrerait Yitzhak Rabin. C'est un moment vraiment historique et je crois qu'une page nouvelle dans l'histoire du Moyen-Orient va commencer lundi, le grand lundi. C'est pas seulement de rencontrer le président Clinton, mais aussi de saluer Rabin, et Rabin saluer Arafat est très très important historiquement. C'est le symbole de finir une période de contradiction
historique entre l'État hébreu et pas seulement les Palestiniens, mais aussi les Arabes. Depuis 2 semaines, Yasser Arafat semble décidé à rattraper le temps perdu. Lundi à Washington, le chef de l'OLP va dans le même temps officialiser la reconnaissance mutuelle OLP-Israël, assister à la signature de l'accord Gaza-Jéricho et renouer le dialogue avec les États-Unis. Le Proche-Orient tourne une page de son histoire. Yasser Arafat va également devoir faire face aux réticences, pour employer un doux euphémisme, du monde musulman. Le colonel Kadhafi, qui a qualifié de farce la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP, appelle à la révolution arabe. En Iran, réaction plus que négative de la presse gouvernementale. Enfin, réserve également chez les Syriens qui souhaitent l'autonomie totale de tous les territoires occupés. Je vous donne l'information tout de suite, nous y reviendrons bien sûr en images dans quelques minutes. Cédric Pioline vient de gagner sa place en finale des internationaux des États-Unis en battant au cours du 4e set 6 jeux à 1 l'Australien Willie Mazur. Des images donc dans quelques minutes. En France, encore une mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. La direction de Peugeot devrait en effet annoncer dans une dizaine de jours devant un comité d'entreprise un nouveau plan social pour 94 portant sur 2500 suppressions d'emplois sur les sites de Mulhouse, de Sochaux et de Lille. Tout de suite le point avec Christine Boss. C'est en lisant le journal que Joël a appris la nouvelle. Un comble pour ce syndicaliste de Peugeot Mulhouse. Un sentiment de colère d'être informé par un journal, alors que je suis représentant syndical au CCE et que nous n'avons pas encore été avertis. Ça veut dire que la direction a un total mépris des organisations syndicales et des salariés en particulier. Pris au dépourvu également, le sénateur-maire de Montbéliard, qui exprimait précisément hier ses espoirs d'une amélioration de la situation de l'emploi. Je n'étais absolument pas informé. J'ai passé avant-hier encore ma journée quasiment dans l'entreprise parce qu'il y avait là le comité départemental d'hygiène pour des problèmes d'installation. Nous n'avons jamais entendu parler de ça. C'est évidemment de surprise, de regret, d'inquiétude. Si l'inquiétude domine après cette information soigneusement distillée la veille d'un week-end, la surprise n'est pas totale. Chez Peugeot, les années comme les plans sociaux se suivent et se ressemblent. Pour 1994, 2500 suppressions d'emplois seraient prévues, soit environ 1500 départs à Sochaux et 1 millier à Mulhouse. Seule consolation, aucun licenciement sec n'est envisagé, mais une majorité de FNE et de départs en pré-retraite progressive. Un moindre mal, mais un mal tout de même. C'est vrai que ça sera perçu avec soulagement. Pour autant, c'est encore plusieurs milliers d'emplois supprimés dans le pays de Montbéliard, un secteur qui vit que de l'automobile, et ça pose évidemment l'avenir de ce secteur. En 1979, Peugeot Sochaux comptait encore 43 000 salariés. Après l'application de ce nouveau plan social, ils seront un peu moins de 20 000. Bonne nouvelle pour les responsables marseillais, elles ne sont pas si fréquentes en ce moment. Après plusieurs mois de conflit, les dockers du port de Marseille ont en effet accepté l'accord conclu avec le patronat de la manutention. Autrement dit, les ferries assurant la liaison avec la Corse devraient ne pas émigrer vers Toulon. Précision avec Yannick Letranchon. Une éclaircie sur le port de Marseille, un armistice a été signé. Les dockers, les entrepreneurs de manutention et les armateurs ont fini par s'entendre. L'accord porte sur la présence de dockers lors des chargements et déchargements des cars ferries et sur l'embauche d'occasionnels, un premier pas. La contrepartie pour nous, bien sûr, c'est la continuation de la négociation sur les points qui nous sont à nous très chers, c'est-à-dire les 14 points, notamment les contrôleurs ouvriers. L'heure est donc à la décrispation. La SNCM, qui assure les liaisons entre le continent et la Corse, devrait donc renoncer à quitter Marseille pour Toulon. Avec cet accord, beaucoup espèrent que le port phocéen retrouvera un peu de crédibilité et des parts de marché. Notre handicap est devenu tel qu'il faudra encore envoyer un certain nombre de messages positifs de manière à retrouver le niveau qui était le nôtre il y a quelques mois. Grèves à répétition, retard à l'appareillage, le port marseillais a bien des soucis avec l'application de la réforme du statut des dockers, un statut privilégié qui datait de 1947. Aujourd'hui, de l'entente entre dockers et patrons dépend tout simplement la survie du port. La politique française avec tout d'abord un tête-à-tête de 2 heures ce matin à Matignon entre le Premier ministre et Jacques Chirac pour un large tour d'horizon de la situation. Plus précisément, comme l'a confié Édouard Balladur en raccompagnant son hôte sur le perron de Matignon. Les 2 hommes ont parlé des futures journées parlementaires du RPR et de l'UDF et, je cite, des problèmes de fond qui concernent notre pays.
Comme on lui demandait s'il s'agissait d'une réconciliation, Édouard Balladur a répliqué « Pour se réconcilier, il faut être fâché ». Le feuilleton juridico-politique de l'été, à savoir l'éventuelle révision constitutionnelle sur la restriction du droit d'asile en France, avec un beau pavé dans la mare de la cohabitation lancé hier soir à l'occasion d'un meeting socialiste par le patron du PS, Michel Rocard. Faut-il réviser la Constitution? La réponse est oui. Pour violer le droit d'asile au point où il est dans notre pays, il ne faut pas moins que de réviser la Constitution. La réponse est dans la question, le Conseil d'État devra répondre oui. Et c'est une des plus grandes hontes et d'une des plus grandes tricheries, surtout, de notre histoire contemporaine, que cette horrible histoire. Ce que propose M. Balladur là, c'est une tache sur notre drapeau. C'est une atteinte à la dignité nationale. La France a à la tête de son gouvernement un grand anesthésiste. Simplement, il faut se souvenir, c'est prudent, que l'anesthésie n'est pas la guérison. Et en plus, l'anesthésie, ça pourrait même être le contraire de la guérison lorsqu'elle retarde les thérapeutiques, les politiques nécessaires. Et là, c'est le cas. Réponse dès aujourd'hui du berger à la bergère par la bouche du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, actuellement en Corse. M. Rocard, décidément, est beau du mal. Il a été Premier ministre, il a été incapable de prendre la moindre initiative digne de ce nom pour le pays. Il a gaspillé les chances de vacances. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il rame tant qu'il peut pour prendre le courant d'un parti le contrôle d'un parti socialiste moribond qu'il doit se laisser aller à dire n'importe quoi. Je souhaite qu'il se ressaisisse. C'est son intérêt. C'est celui de la classe politique totalement. Un rappel, c'est François Léotard qui sera l'invité demain de l'heure de vérité à midi, précise, sur France 2. Le rejet de la politique antisociale menée par Édouard Balladur, pour reprendre les badges ou encore des slogans, est le thème omniprésent de la 93e fête de l'humanité. Mais dans les allées du parc paysager de la Courneuve, les militants parlent également beaucoup de l'absence de Georges Marchais, actuellement hospitalisé après une opération à la hanche, une absence qui suscite beaucoup de rumeurs. Reportage Jean-Baptiste Prédali et Jean-Louis Madjer. Georges Marchais dans l'Humanité dimanche, il n'est pas à la fête de l'UMA. À la Courneuve, cela n'empêche pas la fête classique, ni le Parti communiste d'afficher ses thèmes traditionnels pour sa vitrine habituelle. D'ailleurs, les autres membres de la direction sont là, et sur l'absence du secrétaire général, ils ont la réponse de la direction. Il est absent physiquement, mais il est présent à la fête par la politique du parti dont il est le secrétaire général et par le soin qu'avec tous les dirigeants communistes, il a apporté avec nous à la préparation de cette fête. Mais derrière la fête, le PC prépare son congrès pour janvier. En jeu, la politique du parti et surtout la retraite désormais possible de Georges Marchais. Les militants en discutent déjà. Pour eux, si un secrétaire général manque, tout n'est pas forcément dépeuplé. Georges, c'est un camarade. On lui souhaite prompt rétablissement. Il sera présent au congrès, il a contribué, il a amené des choses, il continuera à en amener. Et puis le jour où il sera plus secrétaire, il y en aura un autre. Il y a une base de gens qui objectivement regrettent que Marchais, Georges, secrétaire général du Parti communiste, ne soit pas à la fête de l'UMA, c'est compréhensible. Mais c'est pas dans la tête de la majorité des gens. Georges Marchais est âgé, il a laissé entendre qu'il le passait la main. Bon, ben voilà. Et nous déterminons en fonction de problèmes politiques. Évoquer l'après-Marchais, c'est déjà lever un tabou. Ou tourner une page. Roland Leroy, patron de l'Humanité, pourrait lui aussi passer la main. En attendant de perdre ses vedettes, la fête de l'Humanité fait toujours le plein de stars. La rédaction de France 2, qui a une éminente mission pédagogique, va maintenant vous faire découvrir un nouveau sport, la boule de fort. Vous allez presque tout comprendre avec ce reportage de Frédéric Bazy et de Christophe Duchiron, qui me semble-t-il a quelque peu perdu la boule. C'est un dimanche matin, à la campagne. Attention, dans un instant, le père Chauveau va parler. Bonjour, messieurs. Où est-il? Que fait-il? Mystère et boule de fort. Le seul sport au monde qui se joue en charentaise avec un indispensable instrument de vaisselle, le Scotch-Brite. À Parcé dans la Sarthe, c'est le challenge de l'année. 16 villages représentés, 2 joueurs par équipe. Non, c'est le point. C'est le point. Il y a donc le père Chauveau, 81 ans, dans le rôle de l'approcheur, enfin du pointeur, et Jean-Claude le tireur, l'ancien garagiste.
Ici, les boules ne sont pas rondes, le terrain mesure 24 mètres, il n'est pas plat, tout simplement parce que la boule de phare est d'origine maritime, quand les marins jouaient au fond des cales de bateaux pour passer le temps. Là, elle est pas mal. Elle est courte. Je crois. Ce jour-là, côté boule, ça ne va pas fort pour le père Chauveau. En demi-finale, il alterne le bon et le moins bon, et quand la boule va au maître, comprenez le cochonnet, eh bien, elle n'y reste pas longtemps. C'est fini, c'est fini. C'est usé. Ah non, ça ne va pas fort, une déroute 10-0, et dire que ça se passe devant les copains qui ont déserté le bistrot. Tout le monde fait des conneries. Hein. Il faut se maîtriser, quoi. Ah oui, c'est il ça, faut être calme. Et c'est bien comme jeu, quoi, parce que c'est un peu, il faut réfléchir, il y a de la tactique, il y a de la stratégie, quoi. D'accord. Ah, j'aime mieux ça que la pétante. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut être mignonne, celle-là? De rebrasser Fanny? Eh oui. C'est la première fois que ça vous arrive? Bernard, Bernard. Cocu, battu, rien ne va plus. Quand le père Chauveau est rentré chez lui, il a enlevé ses chaussures, remis ses charentaises. De la boule de phare à la vaisselle, il a pris son scotch-brite pour faire ses casseroles. Déçu, battu, rien ne va plus, le père Chauveau a vécu un drôle de dimanche à la campagne. Cinéma d'art et d'essai toujours, avec le palmarès de la 50e Mostra de Venise qui a récompensé le réalisateur américain Robert Altman pour Short Cuts et le polonais Kieślowski pour le film français Trois couleurs bleues. Un très beau film qui repose largement sur la superbe interprétation de Juliette Binoche, récompensée par le jury de Venise comme la meilleure actrice en compétition. Ce soir, Claudia Cardinal, Roman Polanski et Robert De Niro recevront tous trois un lion d'or exceptionnel pour l'ensemble de leur carrière. Pascal Deschamps et Philippe Montoisy ont eu le privilège de rencontrer l'acteur américain venu présenter son dernier film. Au box-office des séances photos, Robert De Niro a battu tous les records. C'est de la star qu'ils sont venus tirer le portrait. C'est l'acteur aux 2 Oscars que 300 journalistes attendaient pour l'une de ses rares apparitions publiques. Mais lui n'était venu ici que pour parler d'un premier film, le sien. Une histoire écrite et jouée d'abord au théâtre par un inconnu, Chaz Palminteri. L'histoire d'un affrontement entre un père de famille et un gangster dans la communauté italienne du Bronx. Et pour une fois, ce n'est pas De Niro qui joue le mafieux. Tout le monde à Hollywood voulait acheter mon histoire. C'était super. Le problème, c'est qu'ils voulaient tous qu'une star joue le rôle principal. Ils ne voulaient pas que je le fasse. Moi, je lui ai dit, je te promets que tu le feras. À la limite, je voulais juste réaliser, mais après, j'ai décidé de jouer dedans. Je me suis dit que ça pourrait aider le film. Avec Bronx Tale, De Niro signe un film pudique, sobre, pas d'esbrouf ni spectaculaire. Il a fait ça à sa manière, comme il dit, et il en rêvait depuis des années. Je voulais faire mes propres choix, mes propres erreurs, prendre des décisions pour une fois, alors que d'habitude, j'obéis à un réalisateur, même quand j'ai d'autres idées. La première fois qu'on a tourné un essai, l'assistant réalisateur est venu et il m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit, là, il fallait dire, couper. J'avais oublié. Oui, c'est Robert De Niro l'acteur que la foule de Venise attendait avant sa projection, mais c'est le réalisateur qui est aujourd'hui dans ses petits souliers, à 3 semaines seulement de la sortie du film aux États-Unis. Le cinéma américain a décidément à l'honneur avec la présentation ce soir au Festival de Deauville, cette fois de Jurassic Park, le film événement de Steven Spielberg. Nicole Cornu-Langlois et Dominique Merlin ont rencontré quelques stars qui ont déjà vu ce film aux États-Unis. Par les chemins creux, par les routes normandes, par terre et par mer, ils arrivent ce soir en rang serré, leur carton d'invitation à la main, pour entrer dans le domaine étrange de Jurassic Park, qui provoque effroi, admiration ou incompréhension. L'histoire est très très simple. Pas grand-chose, mais... Oui. La plus phénoménale découverte de notre époque. Comment avez-vous fait? Devient la plus grande aventure de tous les temps.
C'est fantastique, vraiment fantastique. C'est quoi ça? Jurassic Park est à la fois un zoo révolutionnaire et un parc à thème, bâti sur l'idée de ramener à la vie les dinosaures, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler pour l'homme. Ce qui m'attirait dans ce projet, dit Steven Spielberg, c'est le mélange de science, d'aventure et de suspense. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Je déteste avoir peur. Je déteste ces films d'horreur. Éteins la torche, éteins la torche, éteins-la. Il y a 60 ans, jour pour jour, il y avait King Kong en 1933. Maintenant, en 1993, nous avons Jurassic Park. Éteins la lampe! Et certains acteurs s'inquiètent. Je n'aurai peut-être plus de job l'année prochaine parce que je pourrais être remplacé par des effets spéciaux, par des images d'ordinateur. Tout peut arriver maintenant, tout. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est un brachiosaure. C'est un végétosaure, Lex, un végétosaure. J'ai beaucoup d'admiration pour Spielberg. Et ceux qui ce soir n'ont pas le privilège d'entrer dans l'univers magique de ce réalisateur peuvent autour d'une table discuter de la question essentielle du film: l'homme a-t-il le droit de ressusciter des espèces animales disparues? Je vous ai glissé l'information tout à l'heure. Cédric Pioline a réussi le très bel exploit d'accéder dans la finale des internationaux de tennis des États-Unis. Tout de suite des images commentées par Laurent-Frédéric Bollet. Immense ce que vient de réaliser Cédric Pioline. Le numéro 1 français sera demain en finale de l'US Open. Personne n'aurait raisonnablement pu y croire avant le tournoi. Pioline, digne successeur de Noah et Lecomte, en route pour peut-être un titre prestigieux. Le match avait commencé à 17h heure française, 11h du matin à New York, pas grand monde dans les tribunes. Pioline qui entame plutôt bien son match, un S, il y en aura beaucoup d'autres. Un premier set en forme de perfection du tennis, 25 minutes pour un seul jeu concédé à Mazur. Pioline domine superbement son sujet. Au début du deuxième set, Wally Mazur, australien 24e joueur mondial, se réveille, normal. Pioline doit alors serrer le jeu. Les deux joueurs qui se sont déjà rencontrés cette année à Wimbledon, la partie avait été acharnée et longue. Cela se renouvelle. Mazur empoche finalement la deuxième manche au tie-break 7-6. Le troisième set est à l'image du précédent. Tout se joue en quelques points. La compagne de Cédric Pioline est tendue. Une place en finale de l'US Open, rien moins qu'un tournoi du Grand Chelem, est en jeu. Finalement, il suffisait de continuer à y croire. 6-1, 6-7, 7-6, 6-1. Pioline, le vilain petit canard du tennis français, entre dans une certaine légende du sport. Le voilà, superstar. Bravo. Un mot de Formule 1 pour terminer, pour vous dire simplement qu'Alain Prost se rapproche à grands pas de son 4e titre de champion du monde des conducteurs. Prost a en effet décroché la pole position du Grand Prix d'Italie lors des tout derniers essais, marqué par un accrochage spectaculaire entre les deux Ferrari en course, et cela sous les regards consternés des tifosi. Alban Mikosi. Pour résumer simplement, disons que la Ferrari numéro 27 est pilotée par le Français Jean Alesi. Nous sommes sur le circuit de Monza, près de Milan. Le constructeur italien joue à domicile. Les essais viennent de se terminer, c'est le moment de rentrer au stand. D'ailleurs, voici Gerhard Berger sur l'autre Ferrari qui vient se ranger bien tranquillement derrière son coéquipier. Voilà, la Ferrari est garée, bilan la peur de sa vie pour ce photographe, une Formule 1 hors d'usage et quelques courbatures pour Gerhard Berger. Les deux pilotes se sont expliqués au stand. Jean Alesi était en train de saluer le public, il ne regardait pas dans son rétroviseur. Gerhard Berger croyait lui que les essais n'étaient pas terminés. Allez, courage, demain les deux pilotes Ferrari disputeront la course proprement dit. Il y aura 26 autres voitures à éviter. La moralité, quand on conduit, il ne faut jamais saluer le public. Dans quelques minutes, la rentrée de Surprise Surprise, 22h30 taratata, vers minuit le dernier journal, en compagnie de Catherine Sellac. Dans une poignée de secondes, la météo signée Nathalie Riouet, au programme rafale de vent et pluie, autant rester sous la couette. Regardez France 2, à demain 13h, excellente soirée.